Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Faiz Dev dans laquelle nous allons créer un chat basé sur l'IA qui permet de converser avec n'importe quel site internet. Alors il y a des gens qui vont me dire que c'est du chat GPT, mais vous allez voir, c'est plus que du chat GPT. Alors pour réaliser ce tutoriel, nous allons utiliser Nest.js pour le back-end qui va nous permettre de créer des API. On va utiliser React pour le front-end. On va aussi utiliser Daisy UI et Tailwind CSS pour designer l'application. Nous allons aussi utiliser Redis qui est une base de données et nous allons aussi utiliser une base de données vectorielle qui va nous permettre de stocker tous les éléments qui seront utiles à notre modèle d'intelligence artificielle qui sera Meta AI, du moins Llama 3 qui nous vient de Facebook ou de Meta, et il va utiliser tout ça afin de répondre correctement à nos questions. Bref, vous allez voir. Mais avant que je ne vous fasse une démonstration complète de l'application que vous et moi allons créer ensemble, je ne vous demande que deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutoriels. Sans plus tarder, let's go. Ok, disons que vous voulez lire cet article-là. Regardez cet article Wikipédia, du moins cette page Wikipédia qui parle des ordinateurs. Voilà, vous avez tout ça. Mais vous ne voulez pas lire chaque ligne, ok? Parce que c'est chiant et c'est long. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Copiez juste le lien de la page Wikipédia, CTRL-C, et mettez-le juste après le nom de domaine de l'application. Alors, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore hébergé cette application, on le met juste devant localhost comme ça et vous faites entrer. Et voilà. Et une fois que vous avez le nom de votre page ici, ça veut dire que cette page-là a été indexée. Et donc, l'IA peut maintenant vous répondre en se basant uniquement sur cette page-là. Et bien évidemment, n'utilisez pas des pages qui sont trop longues, car le modèle qu'on utilise est totalement gratuit. Et quand il y a trop de tests, il n'est pas capable de les traiter. Mais regardez, ici, on a quand même une bonne quantité de tests, vous voyez. Donc, c'est quand même bien long, quoi, ok? Et maintenant, on va lui poser une question. Donc, je réduis ça et je vais lui dire, c'est quoi un ordinateur? Point d'interrogation et je fais entrer. Et là, regardez comment il va me répondre dans quelques secondes. Regardez. Il dit, selon l'article de Wikipédia que j'ai consulté, un ordinateur est un système de traitement, etc., etc. Et vous voyez ici, il a lu tout ça, vous voyez? Vous pouvez lui poser une autre question. Par exemple, je lui dis qui a introduit le mot ordinateur. Et je fais entrer. Et là, regardez, il vous donne une réponse selon le contexte et le chat historique. Il est difficile de trouver une réponse directement à cette question. Mais il vous répond quand même en se basant uniquement, vous voyez, sur ça. Aussi, regardez, quand vous actualisez la page, vous allez remarquer que les anciens messages apparaissent immédiatement. Et tout ça est possible parce qu'on se base sur un principe de session. Bref, vous allez voir, ce tutoriel est vraiment incroyable. Aussi, vous le savez, hein, l'application est totalement responsive et donc ne vous inquiétez pas du tout. Aussi, j'ai mis le lien du code source dans la description. N'hésitez pas à me mettre une étoile sur GitHub et sans plus tarder, commençons ce merveilleux tutoriel. Let's go. Ok, donc la première chose que nous allons faire, c'est créer une application Nest.js. Pour ce faire, allez dans votre terminal et faites npx create nest app@latest.slash comme ça. Et là, il va créer les fichiers et dossiers de notre projet. Voilà. Alors là, il me demande d'installer la nouvelle version de Nest.js. Je fais oui, comme ça. Là, il me dit, est-ce que je veux utiliser TypeScript? Je lui dis oui. ESLint, oui. Tailwind CSS, évidemment. Pas de source directory. Oui pour AppRouter. Oui pour TurboPark. Import alias, non. Et là, il va finir l'installation. Et voilà, l'installation c'est terminé. Ensuite, regardez ici, ça nous a créé tout ça. OK. Ensuite, pour démarrer l'application, vous faites npm run dev. Et là, normalement, quand on va sur localhost 3000, on aura accès à l'application. Alors, normalement, si vous avez ça, une seconde, dans quelques secondes, voilà, c'est là. Si vous avez ça, ça veut dire que Nest.js est bien installé. Maintenant, nous allons utiliser Daisy UI. Donc, allez sur Daisy UI. Voilà. Donc, allez sur daisyui.com comme ça. Donc, ça va nous permettre d'avoir une bibliothèque qui va nous permettre de designer notre application. Alors, sachez que la nouvelle version de Daisy UI, est sortie. Donc, c'est la Daisy UI 5, ok? Et donc, ça, on va l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, c'est tellement facile à installer. La première chose qu'il faut faire, c'est aller dans Install ici. Voilà. Et vous allez copier ça. Donc, copier ça. Et donc, ce que je vais faire déjà, c'est arrêter mon application. Et je vais coller la commande ici. Voilà. Donc, npm-i-d DCUI @latest. Et voilà, DCUI est installé. Maintenant, pour que notre application se rende compte que DCUI est installé, il faut rajouter ça
voilà, directement dans global.css. Alors, global.css, il doit se retrouver ici. Voilà. OK. Donc, déjà, virez-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et nous, au lieu de mettre directement ça, on va aller dans thème. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc, allez dans thème ici. OK, voilà. Et regardez, la nouvelle manière d'intégrer des thèmes à DCUI, c'est ça. Voilà, vous rajoutez plugin @DCUI et ici, vous mettez le thème light qui sera par défaut et vous mettez le thème dark qui sera prefer dark. OK? Mais nous, on ne va pas faire ça. Voilà. Du moins, on va faire ça, mais on va copier directement ce qu'on a fait ici. Vous voyez, cette ligne-là. Donc, copiez ça. CTRL-C et mettez-le ici. Voilà. Et donc, le seul thème qui nous intéresse... Alors, attendez une seconde. Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Donc, le seul thème qui nous intéresse, c'est ça. Vous pouvez laisser ces deux-là comme ça. Voilà. Et donc, nous, le thème qui va nous intéresser, c'est ça qu'on va mettre à la fin, comme ça. OK? Donc, déjà, vous voyez, ici, vous avez une multitude de thèmes. Hein, voilà. Et sachez qu'avec cette nouvelle version de DCUI, on a 3 nouveaux thèmes. Alors, je ne sais plus lesquels. Ah oui, OK. On a... Caramel Late, ici, on a Abyss et on a Silk. Et celui qui m'intéresse vraiment, c'est Abyss. Donc, je clique dessus, vous voyez, on a ça. Donc, copiez-moi Abyss, CTRL-C. Et ici, à la place de Cupcake, mettez-moi Abyss. Alors, déjà, je vais mettre tout sur la même ligne. Nickel. Maintenant, pour que ce thème-là s'applique à notre application, il faut aller dans le fichier Layout, ici. Voilà. Alors ici, on nous dit ce qu'il faut faire. Voilà. Ici, il faut rajouter un data theme. Donc, copier tout ça, CTRL-C. Revenez ici. Mettez ça. Et ici, au lieu de Cupcake, bah, vous vous doutez bien que le thème qu'on va mettre, c'est le thème qu'on a exporté, qui s'appelle Abyss. CTRL-C. Mettez Abyss. Comme ça. OK? Voilà. Maintenant, on va aller dans notre page principale. Voilà. Déjà, on va virer tout ce qui est à l'intérieur. Non, déjà, on va virer tout ce qui est div ici. Voilà. Et je vais juste rajouter un bouton. Oups. Button. Comme ça. Je mets test. Et ici, je vais rajouter class name. Je vais mettre btn et btn-primary. Histoire de voir si les classes de DCUI fonctionnent maintenant dans notre application. Donc, je reviens ici. Alors, oui, il faut démarrer l'application. Donc... npm run dev. Et là, normalement, quand j'actualise, bam, 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 dans quelques secondes, on aura normalement notre bouton. Bam, vous voyez, on a ce beau bouton-là qui apparaît. Donc, ça marche correctement. OK. Bah, on peut passer à la suite maintenant. Alors, sachez que ce tutoriel-là, c'est un tutoriel flash. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. On va aller droit au but. OK? Donc là, on va fermer tout ça. Alors, c'est par cette page-là qu'on va passer le lien, vous voyez, en faisant slash comme ça. Et on passe le lien de l'application ou de la page, voilà, qu'on veut, comment dire, questionner. OK? Voilà pourquoi ici, dans App directement, vous allez créer un dossier qui va s'appeler Link. Donc, New Folder, vous faites ça, vous faites des parenthèses comme ça, vous faites point, 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 vous faites Link comme ça. Voilà. Et sachez que quand on fait ça, ça veut dire qu'on veut faire de sorte que notre page principale ici reçoive un argument. Alors, je ne peux pas dire que c'est un argument, plutôt un paramètre, vous voyez. En gros, par exemple, si vous voulez questionner la page de DCUI, vous faites localhost 3000 / et là, vous mettez ça. Et donc, ça représente le paramètre que notre page recevra. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi on fait ça. Et bien évidemment, à l'intérieur de link, c'est là que vous allez mettre page. Donc, déplacez page du dossier app ici et mettez-le dans le dossier link. Et voilà, comme ça, OK? Et voilà, et voilà. Maintenant, on va récupérer maintenant le lien que l'utilisateur aura passé à notre page et on va l'afficher ici. Pour ce faire, bah, rien de plus simple. Déjà, virez-moi tout ça. Faites raf-ce pour générer la structure de base d'une page comme ça. Et sachez que ça va prendre une props. Voilà, je ne sais pas comment le répéter, du moins comment le prononcer, mais ça s'appelle props. Props, c'est juste un argument pour un composant. Vous faites juste interface, voilà, donc on crée une interface qui va s'appeler page props, voilà, histoire de signifier que c'est des arguments pour cette page. Et donc cette page la recevra un params, donc un paramètre, voilà. Et ce params, comme ça, voilà.
Voilà, params, comme ça. Voilà. Et donc, dans les paramètres, on aura un lien. Donc, link, voilà, qui sera optionnel. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver à l'utilisateur de ne pas renseigner un lien. Voilà pourquoi je mets un point d'interrogation comme ça. Et 2 points, je mets string. Donc, ça sera de type string ou de type tableau. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Donc, string tableau, comme ça. OK? Et donc, c'est ce page props qu'on va passer à notre composant page ici. OK? Donc, pour ce faire, d'abord, il faut préciser que c'est un composant asynchrone qui va prendre en argument un params. Voilà. Et là, vous mettez 2 points. Et ce params là sera de type page props, comme ça, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et normalement, c'est bon comme ça. Maintenant, déjà, il faut que j'actualise ici. OK, c'est tout à fait normal. OK. Maintenant, ici, il faut qu'on affiche comment dire, le params. Donc, pour ce faire, ici, nous allons créer une constante qui va s'appeler awaited params. Donc, constante qui va s'appeler awaited params. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas afficher directement ce qui se trouve dans params. Alors, pourquoi? Parce que depuis Nest 13 ou 14, en tout cas, je ne sais plus précisément la version, on ne peut plus afficher directement les paramètres qu'on reçoit dans l'URL du navigateur parce que ce sont des promesses. Donc, il faut qu'on attende ces promesses-là. Voilà pourquoi il est super important d'abord de faire await et là de préciser le params, comme ça. Voilà, donc là, il attend explicitement les paramètres avant de continuer. Voilà pourquoi on a mis await ici. OK? OK. Maintenant, avant de continuer, nous allons vérifier si un lien est fourni dans les paramètres. Pour ce faire, il suffit juste de faire un if ici. Et là, nous allons vérifier, donc, point d'exclamation, awaited params, point link. Donc, si aucun lien n'a été fourni, bah, qu'est-ce que nous, on va faire? Eh bien, nous allons juste retourner une div qui va juste dire explicitement erreur, aucun lien fourni. Voilà. Alors, c'est super con de ne pas fournir un lien, hein, parce que c'est ça le principe de l'application. Mais voilà. On laisse ça comme ça. Ensuite, nous allons transformer. Alors, déjà, il faut que je vous montre. Une seconde. Console.log. Oups. .log. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans await params. OK. Alors là, on n'a pas encore passé un lien à notre page. Voilà pourquoi on a cette erreur-là. Donc, déjà, j'irai sur Wikipédia, comme ça. Oups, comme ça. Et là, je vais chercher alors une page au hasard. Allez, disons, une seconde. Alors, disons, voilà, je vais chercher Wikipédia ordinateur. Voilà, une page sur les ordinateurs. Voilà, cette page-là. Donc, copiez juste le lien, CTRL-C, et revenez ici. Faites /, mettez votre lien ici et faites entrer. Voilà, vous voyez, là, on tombe sur une page. Hein. Et là, quand je vais dans la console, donc j'inspecte tout ça, je vais dans la console. Voilà, console ici. Et une seconde, ici, nous avons un objet. Voilà. Et donc, ça, cet objet-là, c'est le await paramètre. Vous voyez? Et ici, vous voyez, il récupère un champ qui s'appelle link qui a été fragmenté. Vous voyez? Donc, ça a été fragmenté en un tableau, vous voyez, avec différentes valeurs. Voilà pourquoi ici, on a mis string ici, vous voyez? Voilà, string tableau. Et ici, on a le HTTPS qui a été fragmenté. On a le nom du domaine, donc fr.wikipedia.org. Et on a différents paramètres que notre lien prend, tels que wiki et ordinateur. Donc, on a un tableau. Donc, il faut que on évite d'avoir un tableau comme ça, c'est-à-dire qu'on reconstruise l'URL afin de l'afficher correctement tel qu'il est ici. OK? Voilà pourquoi nous allons faire un truc très très simple. Revenez ici. Voilà, donc déjà, on va enlever tout ça. Ensuite, on va transformer le paramètre link en un tableau si ce n'est pas déjà le cas. Alors là, c'est déjà le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. Pour ce faire, il suffit de créer une constante qui va s'appeler linkArray. Voilà, qui veut dire un tableau de link. Et là, on va faire appel à la propriété array. Voilà, .isArray. Et là, on va lui passer le awaited params, comme ça. .link, comme ça. OK.
Et là, on va mettre point d'interrogation. Donc, si c'est un tableau, ici, on fait une vérification. Hein. Donc, array is array, ça. Donc, si c'est un tableau, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va juste retourner await params.link, comme ça. Point link, comme ça. Sinon, donc, je mets 2 points. Si ce n'est pas un tableau, on va retourner aussi await.link, alors que, du moins, cette fois-ci, ce sera un tableau. Et voilà. Et c'est tout. OK? Ensuite, nous allons reconstruire et décoder le lien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant, dans le tableau, nous avions HTTPS, nous avions des pourcentages, vous voyez, dans le lien là que je vous ai montré. Et ça, on ne veut pas ça du tout. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons reconstruire le lien. Donc, on va créer une constante qui va s'appeler decodedLink, voilà, qui veut dire lien qui a été décodé, voilà. Et ce lien-là sera égal à une fonction qui va s'appeler reconstructURL, qu'on n'a pas encore créé, bien sûr. ReconstructURL, comme ça, qu'on n'a pas encore créé. Et qui va prendre en argument un URL. Voilà, comme ça. Et ce URL-là sera le link array. Voilà. Maintenant, nous allons créer cette fonction qui s'appelle reconstructURL. Vous allez voir, c'est tellement simple. Donc, on va le faire juste ici, comme ça. Donc, je vais créer une fonction. Oups, une seconde. Comme ça, une seconde, voilà. Donc, je vais créer une fonction, comme ça, qui va s'appeler reconstructURL, voilà. Et qui va prendre en argument un URL, comme ça. Sachant que, donc, 2 points, l'URL sera de type string. URL sera un tableau de string, donc un tableau de chaîne de caractères, comme ça. Et là, on aura ça. OK? Alors, je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va créer une constante. Attendez, une seconde. Ouais, pourtant, tout est bon. Bon. OK. Ah oui, c'est parce qu'il manque un return. OK. Donc, on va créer une constante qui va s'appeler decodedComponent. OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la première chose qu'on va faire, oups, constante decodedComponent, comme ça. Donc, on va prendre l'URL, on va itérer sur chaque élément de l'URL, donc .map. Et donc, chaque élément va s'appeler component. Donc, chaque, oups, c'est pas component comme ça, hein, c'est component. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et une fois qu'on est sur un élément, nous allons faire appel à decodedURI_component, voilà, qui va nous permettre de décoder le lien, comme ça. Et là, on va lui passer le component, comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, il suffit de faire un return. Donc là, on va reconstruire l'URL complète. OK? Donc pour ça, je fais return. Alors ici, pourquoi il gueule toujours? Alors, il me dit quoi déjà ici? Which lack return. Ah oui, OK. Ouais. Donc son problème, c'est le return. Donc, return, decode. Alors, une seconde. URL. Bon, c'est pas grave. Finissons d'abord le code. Et là, je vais mettre point join. Donc là, on va rajouter le slash dans le lien, comme ça. OK? Nickel. Maintenant, le problème persiste. OK, une seconde. Ça persiste. En fait, c'est ici. Reconstruct URL which lack return type annotation implicit has an any return type. OK. Alors, une seconde. Ah oui, regardez. Je mets une parenthèse au lieu d'une accolade. Donc, CTRL X. Bam. Et voilà, là, il est content. Super content même. Voilà, là, il est reconnaissant même. OK? Et donc là, on a fini de créer la fonction qui reconstruit l'URL. Voilà, decodedLink ici. OK? Voilà. Et donc, on va afficher decodedLink sur notre page. Donc ici, regardez. Là, j'affiche decodedLink comme ça. Et quand je reviens ici, vous voyez, on a notre page ici. Voilà. Donc, si je change d'URL, je sais pas, je vais mettre /test par exemple. Vous voyez, on a /test. OK? Donc, on va rester sur ordinateur. C'est mieux. Voilà. Vu que c'est une vraie page. Nickel. Maintenant, nous allons créer une page
qui va nous permettre, du moins un composant, pardon, qui va nous permettre de mettre en place le chat. Pour ce faire, tout d'abord, il faut aller dans App ici, créer un nouveau dossier qui va s'appeler Components, donc qui veut dire composant en français. Alors, le premier composant que nous allons créer va s'appeler chat, donc new file, qui sera chat.tsx, comme ça. Voilà. Ok, ensuite raf.ce. Alors, chat, je pense que, bon, c'est pas grave. Ah, oui, si, c'est un peu grave quand même. Je vais le mettre en majuscule. Voilà. Comme ça. Là, on est tranquille. Ok, nickel. Et donc, ce chat-là aussi va prendre des arguments qu'il va recevoir de la page page.tsx. Ok. Donc, pour ce faire, passons-lui quelques arguments. Alors, pour l'instant, on n'a qu'un seul argument qui est decoded link. Donc, le lien qui a été décodé. Voilà, comme ça. Et là, il ne faut pas hésiter, donc 2 points, à préciser que decoded link, eh bien, c'est un string. Donc voilà pourquoi mettez ici decoded link string. Vous voyez, là, il se calme totalement. Maintenant, on va venir dans page.tsx ici. Et là, au lieu de faire appel à div, on va faire appel au composant chat qu'on vient de créer. Donc, chat comme ça, qui vient de component chat ici. Et là, n'hésitez pas à fermer tout ça. Ok, alors une seconde. Ouais, on peut faire ça. Et ici, bien évidemment, il demande voilà, un argument. Et là, on va lui passer le decoded link, comme ça. Voilà. Et je reviens ici. Pour l'instant, on n'a rien, parce qu'on n'a rien dans chat.tsx. Ok. La première chose que nous allons faire maintenant, c'est dans cette div-là, on va faire un peu du Tailwind CSS. Donc là, je vais faire un flex-call, voilà pour les colonnes. Je vais faire un item center pour centrer tout ça. Voilà. Et un padding qui sera de 4. Ce sera relatif parce qu'on va fixer le formulaire en absolute totalement en bas, c'est-à-dire qu'il sera fixe. Voilà pourquoi on met la div pair en relative. Et ensuite, je vais mettre un hscreen pour préciser que ça doit prendre tout l'écran. Ok. Maintenant, on va afficher notre élément, notre lien. Donc ici, on va créer une div. Et dans cette div-là, déjà, je vais afficher, decoded link, comme ça. Et là, normalement, quand je viens ici, vous voyez, on a decoded link qui s'affiche ici. Alors ça, je peux le fermer, ça n'a aucun intérêt. Et vous voyez, c'est bien centré, hein, le decoded link. Ok, nickel. Maintenant, on va appliquer du style à decoded link. Donc déjà, dans cette div-là, je vais faire une classe name avec un margin bottom qui sera de 4. Donc une marge extérieure en bas qui sera de 4. Et je fais CTRL X, je fais div et voilà. Et donc dans cette div-là, je vais rajouter un badge. Donc ce sera un badge. Donc c'est une propriété qui nous vient de DCUI. Hein. Vous voyez, c'est un badge là. Maintenant, il faut qu'on précise le type de badge. Donc badge qui sera soft. Alors, bon, il faut que je l'écrive moi-même, quoi. Ok. Badge-soft. Soft, comme ça. Voilà, vous voyez. Et ensuite, nous allons préciser la couleur du badge. Donc, ce sera badge-success. Donc, ce sera une couleur verte, façon là, voilà. Vous voyez. Et ensuite, j'aurai badge, comme ça. Et là, LG, pour qu'on ait un truc un peu plus grand. Voilà. Nickel. Ok. Ensuite, alors ici, une seconde. Ici, nous allons créer une div. Et cette div-là, une seconde, je vais la commenter. Voilà. Donc ça, c'est là où on va afficher les messages. Vous voyez. Et ici, en bas, nous allons créer un form. Voilà, un formulaire. Et nous ne sommes pas en PHP ici, donc on s'en fout complètement de l'action. Voilà. Puisqu'on va gérer tout ça nous-mêmes, vous allez voir, c'est tellement facile. Et donc, dans ce formulaire, donc tout d'abord, nous allons rajouter une sorte de class name. Donc, class name. Donc, qui va nous permettre de styliser un peu le truc. Donc, ce sera en absolute, hein, comme je vous l'ai dit, absolute. Ce qui va faire que ça va fixer le formulaire. Voilà. Donc, absolute. Et là, on va préciser là où il doit être. Donc, bottom. On veut que le bottom soit 4. Donc, il soit en bas ici. Vous voyez, donc la distance entre lui et le bas, ça doit être de 4. Donc, il sera en bas ici. OK. Un left qui sera aussi de 4. Donc, left qui sera aussi de 4. Un right qui sera aussi de 4. Voilà. Et quand on est sur le grand écran, donc MD,
on veut que le left soit automatique. Donc, left soit auto. Comme ça, il sera centré. Voilà. On va faire la même chose aussi avec le MD. Avec le right. Donc, MD. On va faire right qui sera right. Qui sera aussi auto. Voilà. Comme ça. Et on va aussi faire un MD. Donc, quand on est sur un grand écran, on veut que la largeur soit full. Voilà. Quand on est aussi sur un grand écran, donc MD, on veut que la largeur maximale. Donc, max width sera de 4 XL. Vous voyez, quand je mets la souris dessus, ça me montre le code CSS qui correspond à ce qu'on vient de faire. Donc, c'est une max width qui est de 896 pixels. Voilà. Ensuite, on veut un padding qui sera de 4. On veut arrondir les bords, donc rounded, qui sera de 3 XL, comme ça. On veut une bordure, donc border. Vous voyez, on a un truc en bas ici. Vous voyez. Alors ça, bon, c'est pas grave. Ça, c'est le truc de Nest.js, quoi. OK. Donc, on veut le border comme ça. Et on veut préciser la couleur de la bordure. Donc, border qui sera base-300, comme ça. Et on veut, oups, vous voyez, c'est un truc comme ça. OK. Et ensuite, on veut faire un flex et un item qui sera center, comme ça. Voilà, voilà. Nickel. Maintenant, on va afficher le champ qui permet de rentrer un message. Pour ce faire, créons d'abord une div. Et à l'intérieur, on va créer un test area comme ça. Voilà. Alors, le test area, vous voyez, c'est ça, hein, où on peut rentrer du test comme ça, OK? Mais là, c'est très moche, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est pas le couteau le plus aiguisé de notre tiroir, hein. Donc, faut qu'on le stylise. Donc, class name. Donc, tout d'abord, on veut que la largeur soit maximale, comme ça. Voilà, qu'il prenne toute la largeur. Donc, W full, comme ça, OK? On veut un outline. Oups. Un outline. Alors déjà, vous allez remarquer qu'il ne prend pas la largeur totale ici. C'est parce que la div ici qu'on a mis, la div dans laquelle elle est, n'a pas de W full. Et voilà. Vous voyez, ça a pris la largeur totale de notre élément. OK? Et là, ça nous convient. J'aime bien. OK? Alors ici, déjà, n'oubliez pas, pour le formulaire, on va mettre une bg-base qui sera 300. Ce sera la couleur de la div. Voilà, vous voyez, on a un truc noir ici. OK. Ensuite, vous allez remarquer qu'on a des bordures qui apparaissent quand on met la souris sur le test area. Ça, on ne veut pas ça. Donc, outline qui sera -0. Donc, regardez, quand je mets la souris, vous voyez, ça n'apparaît plus. OK, nickel. Et ensuite, on va faire un resize none pour éviter que l'utilisateur puisse faire ça. Vous voyez? Non, on ne veut pas ça. Donc déjà, j'actualise. Voilà, on veut le resize. Voilà, qui sera -none, comme ça. On veut ensuite un none, h-full, comme ça. Et ensuite, on veut un bg transparent. Donc, une background transparent. Voilà. Et ensuite, ouais, ensuite c'est bon, hein. Ah, si, il reste encore un truc. On va faire un margin bottom qui doit être égal à 4. Voilà. Donc, pour qu'on ait un espace en bas. Vous voyez? Quand j'écris, vous voyez, on a un petit espace en bas ici. OK, donc ça marche super bien. Et juste en bas, nous allons maintenant afficher notre bouton. Donc, je vais créer une div ici. Voilà. Et dans cette div-là, on aura deux éléments, hein. Donc, tout d'abord, on aura un test. OK. Donc, déjà, j'irai copier ça. CTRL-C. Je le remets ici. Donc, au lieu de mettre decoded link ici, on va mettre le nom du logo qui est talk. Oups. Talk.ai. Et vous voyez, on a ça. Talk.ai. Voilà. Alors, quand j'agrandis un peu, regardez, on a ça.
Vous voyez, c'est vraiment responsive. Hein. Moi, j'aime bien les applications qui sont responsives. OK? Et juste en bas, nous allons mettre un bouton. Voilà. OK? Et ce bouton-là, nous allons lui rajouter une class name. Ce sera un btn. Ensuite, ce sera un btn-circle. Voilà. C'est un bouton voilà, cerclé comme ça. Et ce sera un btn-primary. Voilà. Comme ça. OK? Maintenant, il nous faut une flèche. Donc, pour ça, on ira sur Lucid React. Voilà. Déjà, installons la bibliothèque. Donc là, j'ouvre un nouveau terminal. Je mets ça. Oh non, j'utilise pas PNPM, j'utilise NPM. Voilà, j'installe ça. Et pendant ce temps-là, nous irons dans Icon pour voir les icônes. Voilà. Et l'icône qui nous intéresse s'appelle Arrow Up. Donc Arrow Up. Voilà, c'est ça. Donc, copier JSX ici. Ça, on peut le fermer. Et dans le bouton, mettez le Arrow Up comme ça. Et là, quand je reviens ici, ah oui, là, il me dit qu'il ne trouve pas Arrow Up parce qu'il lui faut un peu de temps pour se rendre compte que je viens d'installer Lucid React. OK? Mais on peut gagner du temps en allant directement lui préciser où est-ce qu'on a mis le truc. Donc, import. Et là, je précise Arrow Up. Voilà, from Lucid React. OK. Voilà, vous voyez, on a cette flèche-là. Nickel, 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 nickel. Et donc, on va s'attaquer à cette div-là qui va nous permettre de séparer le bouton et le nom du logo. OK? Donc, on va faire un flex ici. On va faire un justify between pour avoir un espace entre les éléments et un item center pour les centrer. Et voilà, vous voyez, on a seul qui est I et notre bouton ici. Et ici, on peut écrire. Vous voyez? C'est propre. Nickel, j'adore. OK, donc nous avons fini la première partie. Maintenant, nous allons nous occuper du modèle d'intelligence artificielle qu'on va importer. Pour ce faire, allez sur Internet et allez sur Opstash. Opstash, comme ça. Alors, non, déjà, Opstash, comme ça, voilà. Donc, c'est ce lien-là. Cliquez sur le premier lien. Voilà. Donc, vous allez tomber sur cette plateforme-là qui nous permet de travailler un peu, regardez, avec Redis, qui est une base de données mémoire qui nous permet de mémoriser ce qu'on fait. Avec Vector, voilà, qui va nous permettre non seulement de créer notre base de données avec des vecteurs. Des vecteurs, c'est juste des tableaux hein, qui contiennent des valeurs. Et chaque valeur représente un mot ou un token, etc. Et on va aussi utiliser QStash, vous allez voir. Bref, et QStash, c'est ça qui va nous permettre, comment dire, d'envoyer les messages. Vous voyez? C'est-à-dire de simuler cette conversation, quoi. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, faites login. Voilà. Et là, utilisez votre compte Google. Moi, je vais utiliser mon compte Google vite fait. Hein. Et là, regardez, je suis connecté. OK? Nickel. Voilà, voilà. Donc, là, on arrive là. OK? Donc là, j'avais une base de données Redis. Je l'ai supprimée. Maintenant, allez dans Vector ici. Donc, nous allons créer un vecteur. Donc, accept, voilà. Vous faites create index ici. Ici, vous précisez le nom de votre truc là, de votre application. Moi, je vais mettre juste chat-AI comme ça. Vous allez préciser la région. Alors moi, j'ai choisi une région qui n'est pas très loin de là où je suis. Donc, en Irlande. Voilà. Vous pouvez laisser ça sur Virginia. Voilà. Ça ne... comment dire? Il n'y a pas de problème, quoi. OK? Ensuite, ça, c'est le modèle. Voilà. Qui sera très important. Donc, ici, vous allez choisir BAAPGE-large en V1.5. Alors, c'est un modèle qu'on va utiliser qui n'est pas très lourd, mais qui est très efficace, qui suffira voilà, pour ce qu'on veut faire. Ensuite, vous faites Nest ici. Et là, regardez, c'est totalement free. Voilà, c'est gratuit. Voilà, OK? Donc, vous avez plus de 10 000 queries, c'est-à-dire 10 000 requêtes par jour. Hein. Donc, franchement, c'est suffisant. Ensuite, vous faites Create. Et là, regardez, ça vous a créé tout ça. OK? Maintenant, on a besoin des variables d'environnement. OK? Donc, pour ce faire, nous allons d'abord aller rechercher tout en bas.
non, pas là. Ah, voilà. Cliquez sur .env ici et copiez vos variables d'environnement. Donc, ici, je vais aller dans... Alors, on n'a pas encore de fichier env. Donc, à la racine du projet, créez un fichier qui s'appelle .env. Voilà. Et mettez ça ici. Comme ça. OK? Alors, ça ne sert à rien de reprendre ce que j'ai fait. Hein. De toute façon, je vais supprimer tout ça une fois que le tutoriel est terminé. Donc, n'hésitez pas à aller créer un compte et utiliser vos propres clés, quoi. C'est plus simple. OK? Nickel. Ensuite, on aura besoin d'un QStash key. OK? Donc, allez dans QStash ici. Voilà, voilà. Et ici, cliquez sur QStash token. Voilà, QStash token. Cliquez dessus, voilà. Mettez-le juste en bas ici. Voilà. Et avant de coller tout ça, n'hésitez pas à mettre en majuscule QStash token juste devant comme ça. Oups, non. Juste devant, comme, oh, ouais, comme ça. Et faites égal. Voilà. Et enfin, il nous faut les clés de Redis. Vous allez voir pourquoi. Redis est une base de données. Hein. C'est ça notre vraie base de données qui va nous permettre de stocker tous les liens qui ont été indexés, c'est-à-dire voilà, qui ont été scrappés, on peut dire ça, et qui se trouvent dans Vector. Ok? Donc, créez aussi une database Redis ici. Et là, je vais mettre chat AI ou soit chat Redis. Non, je vais mettre juste Redis. Voilà. Ici, je vais choisir, allez, je peux choisir au fait ce que je veux. Hein. Bon, l'Irlande, voilà, c'est plus simple. OK. Vous faites Nest. Ça aussi, c'est totalement gratuit, voilà. Ensuite, je fais Nest. Create. Et voilà, ça l'a créé, comme ça, voilà. Et là, j'aurai besoin de notre clé, donc .env ici. Copier tout ça, CTRL-C, voilà. Et revenez ici, voilà. Donc, on a besoin que de ces trois infos-là. Nickel. OK. Maintenant, pour utiliser notre modèle ici, dans notre application, il faut qu'on installe un package qui s'appelle RagChat. Donc, RagChat Obstash, comme ça. Voilà. Une seconde, je fais npm. Voilà, Obstash RagChat ici. Cliquez dessus, voilà. Donc ça, c'est ce package-là qui est vraiment un package super important, très simple à faire, qui nous permet d'utiliser l'IA de façon rapide et propre, quoi. Voilà. Donc, copiez npm install Obstash ici. Voilà. Donc, clear tout ça. Faites npm install Obstash rag chat. Voilà. OK. L'installation a pris du temps, mais ça, c'est fait. OK? Maintenant, nous allons créer un dossier qui va s'appeler lib, qui va nous permettre de créer une librairie personnalisée. Voilà. Donc ici, fermez-moi tout ça. Voilà. Créer un dossier racine qui s'appelle lib, comme ça. Et la première librairie que nous allons créer, c'est une librairie qui va s'appeler ragchat.tsx. OK? Donc c'est là où nous allons importer notre modèle d'intelligence artificielle. OK? Donc, dans RagChat, nous allons, une seconde, faire appel à, donc, déjà, on va exporter une fonction, donc export const, qui va s'appeler RagChat, qui sera égale à une nouvelle instance, donc new, de RagChat, comme ça, voilà, qui est importé de Obstash / RagChat. Et là, on va lui passer, oups, une seconde, parenthèse, accolade, comme ça. Et donc, on va préciser le modèle qu'on veut utiliser. Alors, le modèle qu'on veut utiliser va nous venir de Obstash. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui vient de, voilà, MetaLlama. Voilà, donc ça, c'est le premier. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser Mistral. Hein. Voilà, Mistral AI. Mais MetaLlama fait mieux le travail. Donc, utilisons ce modèle-là, voilà, qui a 3 milliards, non, qui a 8 milliards, vous voyez, de paramètres, ok, et c'est une version Instruct. Donc ça, c'est le modèle d'intelligence artificielle qu'on a importé. Et ici, préciser qu'on veut de la persistance. Donc ici, préciser qu'on va utiliser Redis pour la persistance, pardon. Ok, donc nickel. Alors là, il vous dit qui ne retrouve pas Redis. C'est parce qu'on n'a pas encore créé le lib
de Redis. Pour ça, créez un fichier qui va s'appeler redis.tsx, non, .ts, pardon. Donc, pour ce faire, new file, redis.tx, comme ça. Voilà. Et dans redis.tx, on va faire la même chose. Donc, on va créer une fonction exportable. Donc, export constante qui va s'appeler Redis et qui va faire appel à Redis. Voilà. Et point, oups, non, Redis comme ça. Alors, ce Redis là, il faut l'importer. Donc, quick, bon, il veut pas, c'est pas grave. Alors, c'est parce qu'il faut installer aussi Redis. OK? Donc, je fais npm install obstash / Redis. Oups. Redis comme ça. Alors, c'est npm en minuscule, hein. npm install. Et voilà. Donc là, normalement, il va lancer l'installation. Et voilà, l'installation est terminée. Et là, maintenant, je pourrais, voilà, importer Redis. Et là, je vais lui préciser où se trouvent nos variables d'environnement. Donc, vous faites .from env. Donc, il ira les chercher lui-même dans le fichier qui s'appelle .env. Et donc, c'est ça qu'on va réutiliser ici. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Alors, donc, on va appeler nos API. Bon, alors, ce n'est pas vraiment des API, hein, mais c'est des librairies. On va les appeler ici dans page.tsx. Mais je vous conseille d'abord d'arrêter l'application parce que si vous n'arrêtez pas l'application, à chaque fois, il va réappeler ces librairies-là, sachant qu'on n'a pas des requêtes infinies. Voilà. Donc, on a un nombre de requêtes qui est limité. Donc, il ne faut pas gaspiller tout ça, quoi. OK? Nickel. OK. Donc, tout ça, c'est bon. Donc, fermez-moi tout ça. Allez maintenant dans page.tsx et c'est là que la magie va s'opérer. OK? Alors, donc pour gagner du temps, la première chose que nous allons faire, c'est utiliser les cookies. Voilà. Alors, les cookies, sachez que c'est vraiment un truc très important qu'on va utiliser, qui va nous permettre de personnaliser les sessions de chaque personne. C'est-à-dire que si par exemple, moi, je viens dans... Je parle à la page qui s'appelle https frwikipedia.org, je sais pas quoi là, jusqu'à ça, voilà. Si une autre personne fait la même chose, eh bien, elle ne verra pas la même chose que moi. Et donc, on va se baser sur les sessions cookies, ce qui va faire que moi déjà, vu que j'ai déjà parlé à cette page-là, on verra automatiquement les messages précédents directement ici qui vont venir de Redis. Vous vous rappelez, qui est une base de données dans laquelle nous allons stocker toutes nos infos, ok? Donc, avant de faire ça, créez d'abord juste une constante ici. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Une constante qui va s'appeler session cookies, voilà, qui sera égale à une requête await. Donc, on va faire appel à cookies, voilà, qui vient de nest header, voilà. Donc, il ira dans les cookies, voilà. Et il ira faire un get, donc .get. Donc, il ira chercher les cookies ou le cookie qui a pour nom session ID. Comme ça, voilà. Et là, il mettra .value. Alors, rassurez-vous, on n'a pas encore créé ce cookie-là. Donc ça, je le récupère juste comme ça pour ne pas oublier après. Hein? OK? Nickel. OK. Maintenant, avec cette section-là qu'on a créée ici, nous allons créer un identifiant unique pour la section en combinant le lien, c'est-à-dire ce lien-là, et la section cookie. OK? Pour ça, juste ici, créer une constante qui va s'appeler session ID, voilà, qui sera égale à, donc on va prendre le decoded link, donc le lien, et on va rajouter, voilà, ça, plus ça, donc on va concaténer tout ça, et là je vais rajouter section cookie, voilà, et on va remplacer, donc .replace, on va remplacer les slash, donc pour remplacer les slash, vous faites 2 slash comme ça, ensuite un anti-slash au milieu, comme ça, et enfin un slash comme ça, vous faites G, voilà, donc on va remplacer tout ça par un espace, comme ça. Ok, maintenant, avant d'indexer le lien, nous allons d'abord vérifier si le lien a été déjà indexé dans Redis, c'est-à-dire que si le lien existe déjà dans la base de données Redis qu'on vient de créer. Pour ce faire, créez une constante ici,
qui va s'appeler is already indexed. Comme ça. OK? Voilà, index sed. Et là, nous allons faire une requête maintenant await sur Redis. Donc, Redis, c'est qui va nous venir de lib. Voilà. Et là, nous allons faire .sysMember. SysMember, voilà, sysMember, c'est une fonction qui nous permet de voir s'il y a un élément dans un tableau qui se trouve dans Redis. Donc, isMember, en fait. Voilà. OK? Et là, on va préciser qu'il ira regarder dans la clé qui s'appelle indexedURL. Donc, c'est là qu'on va stocker nos URL qui sont indexés. Et là, on va lui passer l'élément qu'on veut vérifier qui est decodedLink. Et donc, si le lien n'a pas encore été indexé, donc if, point d'exclamation, is ready. Voilà. Donc, si le lien n'a pas encore été indexé, ce qu'on va faire déjà, c'est afficher un console.log pour afficher un message, par exemple, en disant indexation en cours. Donc là, on va indexer cette fois-ci le lien. Donc, je vais mettre un message dans la console, indexation en cours, comme ça. Et là, maintenant, on va faire une requête await. On va appeler ragchat, qui est notre modèle, comme ça. Point, on va rajouter un contest. Point, on va rajouter. Donc, on va faire add. Et là, maintenant, on va lui passer quelques infos. Premièrement, on va lui passer le type de l'élément à rajouter. C'est du HTML. Donc, il ira sur la page HTML pour aller récupérer tout le contenu de la page. Donc, HTML comme ça. On va lui préciser la source. Vous voyez, des données qu'il ira récupérer. Donc, source. Bah, la source, évidemment que c'est le lien decodedLink. Voilà. Et maintenant, on va configurer un peu l'indexation. Voilà. Donc, pour une bonne indexation, mettez juste config ici. Voilà. Et pour la configuration, on va préciser chunk overlap qui sera de 50. Mettez juste cette valeur-là. En fait, j'ai testé plusieurs valeurs, mais c'est les seules valeurs qui fonctionnent à peu près bien. Et enfin, le chunk size qui sera de 200. Et voilà. Et une fois qu'on ajoute ça, ça veut dire que cette fois-ci, on vient de rajouter le lien. OK. Donc là, ça veut dire qu'on vient d'indexer ce lien. Maintenant, il faut qu'on mette dans le tableau Redis on vient d'indexer ce lien-là et que si quelqu'un va sur cette page, ça ne sert à rien de refaire ça. Sinon, ça va grossir notre base de données pour rien, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, une fois qu'on a indexé le lien, vous allez voir après. Maintenant, il faut qu'on précise à Redis que ce lien-là a été indexé pour qu'après, qu'il ne refasse pas la même chose, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir une base de données avec les mêmes données, voilà, plusieurs fois, quoi. Donc là, on va faire await. Là, on va refaire appel à Redis. Et là, on va faire sadd, qui est une fonction qui permet d'ajouter un index. Donc, xadd, comme ça. Et là, on va préciser index URL ici. Voilà. Alors, du moins, on peut même faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il va indexer tout ça. OK? OK. Maintenant, essayons. Voilà, j'actualise la page comme ça. Ça charge. Ah oui, une seconde. npm run dev. Voilà, donc j'actualise tout ça. Alors ça prend un peu de temps, mais normalement, vous aurez un message. Ah, vous voyez, on a indexation en cours. Et là, normalement, ah voilà, vous voyez, il a fait une requête ici. Et je pense que ça s'est bien passé. Allons dans Obstash. Déjà, allons dans Redis. J'actualise Redis. Je vais dans Data Browser. Et là, vous voyez, on a index URL qui vient d'être créé. Et dans index URL, vous voyez, on a wiki/ordinateur qui vient d'être créé. OK? Et quand on va dans vecteur ici, vous voyez, déjà, on a un pic ici. Je clique sur Chat AI qu'on vient de créer, Data Browser. Et là, vous voyez, on a des vecteurs qui ont été créés, plusieurs vecteurs qui ont été créés. Et ces vecteurs-là représentent, en fait, des phrases sur le site. Il est allé sur le site et il allait récupérer ça. Vous voyez, donc on a plusieurs vecteurs, je pense des milliers. Hein. Et ici, vous voyez, le vecteur ici, en fait, c'est un tableau, voilà, qui contient des valeurs. Et chaque valeur fait référence à un token, c'est-à-dire à un bout de mot, vous voyez, ici, qu'il est extrait. Et donc, c'est sur ça qu'il va se baser pour nous répondre. Vous voyez, donc c'est très simple à faire.
Bien, bien, bien. Donc, ça fonctionne correctement. Et vous allez voir que quand je vais réactualiser ma page, oups, là, vous allez voir, vous n'aurez plus indexation en cours parce que, il a déjà indexé le truc, vous voyez. C'est la condition qu'on vérifie ici. If is already indexed, ok? Donc là, vous voyez. Mais si je change de lien, je sais pas, je vais choisir un lien sur, par exemple, voilà, programmable. Cette page-là, la programmation informatique. Donc, CTRL-C, je reviens ici. Et là, j'enlève le lien. Je mets ce lien-là. Et là, regardez, vous voyez, on a indexation en cours. Parce que c'est un nouveau lien. Vous voyez? Et quand je reviens dans ma table, déjà, il va mettre un vecteur ici. Vous allez voir que comment dire, il va rajouter tout ce qui est vecteur, tout ce qui est nouveau vecteur. Voilà, ici. Et quand on va dans Redis, je reviens ici. Alors, Data Browser, indexé d'URL, vous voyez, on a ce deuxième lien là qui a été indexé. Donc, ça marche super bien. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer tout ça. Voilà, histoire de gagner d'espace. Je vais dans Vecteur aussi. Je vais supprimer tous les vecteurs qu'on a créés. Donc, Data Browser. De toute façon, il va les recréer. Donc là, Delete. Confirm. Et voilà, ça a été supprimé. Et on va utiliser notre lien de base là. Donc, je reviens en arrière. Voilà, il est en train... Voilà. C'est bon. Ensuite, je reviens dans Redis ici. J'actualise. Je reviens ici déjà. Data Browser. On a toujours index URL. Et là, vous voyez, on a notre lien qui a été créé. Et quand je viens dans Vecteur ici, je reviens ici. Nous aurons les vecteurs de l'application qui ont été créés. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est aller sur ce site. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous allez voir, par exemple, on aura tous... En fait, tous ces tests-là ont été transformés en vecteurs et ont été enregistrés dans notre base de données vecteurs. OK? Dans Data Browser. Voilà, on a tout ça. Voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir poser des questions à notre modèle et afficher les messages. OK? Nickel. Alors déjà, avant qu'on ne continue, la première chose qu'on va faire déjà, c'est aller récupérer les 10 derniers messages. Voilà, de la personne en fonction de son Section ID. Voilà pourquoi nous avions créé Section ID. Pour l'instant, nous n'avons pas encore, comment dire, enregistré des messages dans Redis, mais on va le faire plus tard. Mais pour ne pas oublier, créer juste une constante qui va s'appeler Initial Message. Voilà, donc les messages initiaux qui sera égal à une requête wait. On va faire la requête sur rackchat.history, donc .get historique, get message plutôt, voilà. Et là, on lui précise qu'on veut récupérer seulement les 10 derniers messages, donc amount, donc amount, donc le nombre, c'est 10. Et on lui précise les messages de qui on veut récupérer. Voilà pourquoi on a créé Session ID qui est vraiment unique pour chaque utilisateur. OK? Nickel. Maintenant, on va passer ces deux données-là. Vous allez voir. Une seconde. Donc, on va passer ces deux données-là à notre composant chat. On va lui passer d'abord... ce que je vais faire déjà, c'est d'aller créer d'abord ces variables-là. Donc, on va passer à chat deux informations complémentaires, notamment la Session ID. Session ID comme ça. Voilà. Sachant que Session ID, c'est un string. Donc, 2 points, c'est un string comme ça. Voilà. Et Session ID, c'est optionnel. Voilà. Ça se pourrait qu'on ne l'ait pas au départ. OK? Et on va lui passer aussi le initial message. Voilà. Donc, initial message qui sont les messages initiaux. OK? Et ce initial message là, il faut préciser que, donc virgule ici, initial message, voilà, 2 points est de type message qui va nous venir regarder de obstash rag et c'est un tableau. Voilà, voilà, voilà.
Et une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut passer les vrais arguments à notre chat ici. Donc, premièrement, on va lui passer la session ID qui sera égale à session ID qu'on a généré ici. CTRL-C. Alors, si on a ce test-là qu'il faut supprimer, voilà, voilà. Et on a initial message, voilà, qu'on va passer ici. Donc, ça, c'est la liste de tous les messages initiaux. OK? Alors là, il me dit quoi? Il me dit expected type come from properties initial message, which is declare here of type and strength attribute. OK. OK, une seconde. Sûrement, j'ai fait une erreur quelque part. Alors, ici, on a initial message. OK? Et le message nous vient de... Ah oui, une seconde. Message ne vient pas de ReactChat. Ça vient plutôt de AI React. Donc, AI/React. Et là, il nous laisse en paix, normalement. Nickel. OK. Maintenant, il faut faire attention. Arrêtez votre serveur pour qu'il ne fasse pas tout le temps des requêtes, quoi. Parce qu'on a un nombre de requêtes limité. OK? Donc, ça ne sert à rien de gaspiller les requêtes, quoi. OK? Voilà. Maintenant, on va utiliser... Déjà, on va aller dans le chat. Je pense qu'on a fini avec page ici. OK? On va aller dans le chat. Et c'est ici qu'on va faire une requête vers notre API qu'on va créer pour aller non seulement récupérer les messages, mais aussi envoyer des requêtes à notre serveur. Pour ça, on va faire plutôt à notre modèle, pas à notre serveur. OK? Donc, on va créer une constante ici. Et cette constante-là, du moins, on va créer plusieurs constantes. Premièrement, une constante qui va s'appeler message. Message. Voilà. Donc, ce sera la liste des messages. Ensuite, on aura la fonction qui s'appelle handle input change, qui est une fonction qui va nous permettre de gérer le champ, le formulaire. Voilà. Ensuite, on aura le handle submit, qui est une fonction aussi qui va nous permettre d'envoyer le formulaire. Et on aura input, qui est la valeur, qui est plutôt le input de l'utilisateur, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire ce qu'il a rentré. Et là, maintenant, on va faire appel à use chat. OK? Qui va nous venir de AI React, comme ça. OK? Et use chat, il prend plusieurs valeurs. Premièrement, il va prendre une API. OK? Et l'API, ce sera /API/chat-stream. Donc, on n'a pas encore créé l'API. Hein. C'est nous qui allons le créer. Et cette API va prendre un body. Donc, le body, ce sera le session ID, qui est super important. OK? Alors, ici, il y a une virgule. OK? Et enfin, il va prendre initial message. Donc, les messages initiaux. Nickel. Et voilà. Votre API est prête. Maintenant, pour que tout fonctionne bien, on va relier notre formulaire à notre API. Pour ça, déjà au niveau de forme ici, on va préciser on submit. Donc, quand on va soumettre ce formulaire-là, il va faire appel à la fonction handle submit. Ne vous inquiétez pas, hein. Cette fonction-là, ces deux fonctions-là, on n'a pas besoin de les écrire. Voilà. C'est automatique, quoi. OK? Et enfin, on aura besoin de la fonction handle input change qui permet de gérer le changement du test qui va se retrouver dans test area ici. OK? Donc, ici, je vais mettre l'événement on change. Donc, quand le test qui sera à l'intérieur va changer, il va faire appel à handle input change. Alors ici, n'oubliez pas de préciser un placeholder qui est un test par défaut, qui sera juste le test qu'on va mettre ici, qui sera taper votre question. OK? Et bien évidemment, la valeur de ce test-là, donc value, qui sera égale à input. Voilà. Et là, votre formulaire est prêt. Ensuite, la seule chose qui nous reste, c'est de créer notre API. Vous vous rappelez l'API ici, ChatStream. OK? Donc, pour ça, copiez-moi ce chemin-là, CTRL-C, ensuite CTRL-B. On va aller dans App ici. Donc, New File, New Dossier. Voilà. Et on va créer deux dossiers. Un dossier qui va s'appeler API. Voilà. Un dossier qui va s'appeler API et un dossier qui va s'appeler ChatStream. Ouais, il l'a fait. C'est bien. Parfait.
Et dans chat stream, on va créer maintenant route.tsx. Non, TS. Voilà. Et donc, c'est ici que nous allons définir la structure de notre API. OK? Alors, qu'est-ce que l'API va faire? Vous allez voir. Donc, déjà, on va faire export. Donc, const post. Donc, c'est une API qui sera appelée avec la méthode post. Ne vous inquiétez pas, on n'a même pas besoin de le préciser dans l'appel. Voilà. Et c'est une API asynchrone. Voilà. Qui va prendre en argument une requête. Donc, nest request. Alors, nest. Bon, request, comme ça. OK. Donc, on va mettre une flèche comme ça. OK. Et je vais faire un try. Comme ça. OK. Et ici, nous allons préciser. Nous allons faire console.log, histoire de voir. Oups. .log. Voilà. Et là, je vais mettre appel en cours. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, c'est appel en cours. OK? Donc ça, c'est le try. Mais quand tu auras une erreur, donc catch, quand tu auras une erreur comme ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, oups, non. Il y aura une variable error qui sera créée. Oh là là, non. Error comme ça. Voilà, qui sera créée. Alors ici, nous avons ça. Voilà. OK? Et quand ça sera créé, bah, ce que nous, on va faire juste, c'est d'afficher constante. Non, c'est de retourner. Donc, return. On va retourner une erreur. Return new response. Comme ça. Et là, on va préciser erreur survenue lors de l'appel à notre API. Et là, on va retourner un status, un statut qui est de 500. Ça, c'est quand tu auras une erreur. Hein, OK? Et dans le try, nous allons d'abord extraire les messages et l'identifiant de la session depuis la requête. Donc, au fait, une seconde, vous voyez la session qu'on lui envoie ici, ainsi que les messages, il faut qu'on les obtienne ici. OK? Donc, pour ça, l'extraction va se faire comme ça. Donc, on va créer une constante. Donc, du moins deux constantes message et session ID. Et session ID, comme ça. Qui vont provenir de await. Donc, on fait une requête rec.json. Non, rec.json. Voilà. Alors, ici, c'est pas read, c'est rec. C'est pour ça qu'il s'offusque autant. OK? Nickel. Ensuite, nous allons récupérer le dernier message envoyé par l'utilisateur. Ce qui va nous permettre d'avoir à chaque fois le contexte, vous voyez. C'est-à-dire, si l'utilisateur a demandé combien coûte une pomme, quand il me pose une nouvelle question, eh bien, l'IA va se baser sur ce qu'il a, dit précédemment pour avoir un contexte de la nouvelle question. Ça, c'est super important, OK? Donc, pour ça, créer une constante qui va s'appeler last message, comme ça. Voilà, qui sera égal à message, donc le tableau message. Et là, on ira récupérer messages.length, comme ça, -1, et je fais .content, comme ça. OK? Ensuite, on va ajouter un prompt pour s'assurer que la réponse est en français. Parce que par défaut, il vous répond en anglais. Mais nous, on ne veut pas ça. Donc, pour ça, vous pouvez créer une constante qui va s'appeler prompt in French. Super important. Hein? Sinon, vous n'aurez que des réponses en anglais. Voilà. Donc, ce qui va faire que nous, déjà, je vais utiliser les guillemets de la touche 7 alphanumérique comme ça. Et là, on va lui dire réponds en français. 2 points. Comme ça, répond en français 2 points. Si vous voulez qu'il vous réponde en espagnol, vous mettez répond en espagnol, etc. Et là, maintenant, on va lui passer le last message. Voilà. Le dernier message. OK? Ensuite, on va envoyer le message envoyé à RAG chat pour obtenir une réponse. OK? Pour ce faire, il suffit de faire constante réponse. Donc, RagChat, c'est lui qui héberge notre modèle. Hein. Voilà, Llama. Donc là, je vais faire RagChat. Voilà, qui nous vient de la lib. Point. Chat, comme ça. Et là, je lui passe le prompt. Voilà, c'est-à-dire la requête en français. Et je lui passe
le streaming. True. En fait, le streaming, c'est super important parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir, comment dire, cette animation-là, cette animation de ChatGPT-là, où quand vous lui écrivez, il fait apparaître les mots comme si vous tapez quelque chose, quoi, vous voyez? Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire ça. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lui proposer, du moins à lui préciser le session ID pour qu'il sache voilà, à qui il doit répondre, ok? Ensuite, nous allons vérifier si une réponse a été obtenue. Donc, if, point d'exclamation. Donc, si on n'a pas de réponse, bah, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, on met dans la console que, ah, mon frère, aucune réponse n'a été obtenue. Hein. Voilà. Comme ça. Mais si une réponse a été obtenue, il suffit juste de copier ça, CTRL-C, revenir ici et préciser que... non, pardon. On va retourner aussi une erreur ici pour préciser que aucune réponse n'a été obtenue. Voilà, avec un statut 500. OK? Et donc, si une réponse a été obtenue, bah, on va faire d'abord une console.log pour afficher la réponse qui a été obtenue. Et donc, forcément, la réponse va contenir toutes les informations dont on a besoin pour afficher les messages et autres. OK? Et ici, bon, on peut rester là. On peut rester là. Voilà. Je voulais faire un return, mais pour l'instant, faisons ça. OK? Et testons tout ça. Et voilà. Donc, on va redémarrer notre application. Donc, npm install. Qu'est-ce que je fais? npm run dev. Voilà, voilà. J'actualise tout ça. Donc, ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, il me dit export to use chat doesn't exist in target module. Alors, il y a un problème. Ah oui, je sais où se trouve l'erreur. C'est parce que ici, on ne précise pas que c'est un composant client. Donc, il pense que c'est un composant serveur, alors que non. Voilà, on actualise. Et là, vous voyez, on a ça. OK? Du coup, ça marche correctement. Voilà, donc voici notre console. Hein. Ici, je vais rajouter un test. Alors, ça, c'est un ordinateur. Alors, par exemple, je peux lui dire, pour la première fois, le début de la construction. Voilà, je lui dis, c'est quand le début de la construction. Voilà, ça j'envoie. Vous voyez ici, il appelle l'API chat stream, il compile tout ça. Et là, vous voyez, il me renvoie un JSON. OK? Alors, qu'est-ce qu'il me renvoie? Regardons ça attentivement. Ça, c'est le contexte. OK? Et history, voilà. Répond en français. Ça, c'est quand le début de la construction des deux machines. OK? Donc ça, c'est ce que je lui ai envoyé. Alors, là où il me répond, je ne trouve pas ça. OK. Une seconde. Ah, déjà, peut-être que je ne lui ai pas posé une bonne question. Alors, déjà, je vais lui dire, c'est quoi un ordinateur? Bam, je lui envoie la réponse. Voilà, regardez, content. Selon le contexte, le début de la construction des deux machines programmables est lié à l'informatique et utilise des relais programmés par la lecture. Cependant, il n'y a pas de date spécifique mentionnée dans le contexte. OK, ça c'est la réponse qu'il m'avait envoyée. OK. Voilà, regardez. En histoire, on a adopté un certain nombre de caractéristiques qui définissent un ordinateur. C'est ainsi que la question de savoir si le Mark I était ou n'était pas un ordinateur ne dépend pas d'une... voilà. En fait, tout ça, c'est des contextes qu'il essaye de mettre en place afin de trouver une réponse adéquate à notre question. Voilà. Ok. Bah, ça fonctionne à peu près. À peu près. Alors, déjà, allons regarder l'API. Ok. Bon, à la fin, ici, on va faire un return. Donc, on va envoyer la réponse de l'utilisateur au chat. Et là, on va utiliser un composant qui s'appelle AI Use Chat Adapter. Voilà, adapter, voilà. Qui vient de Obstacle Rag Chat Nest.js. Et là, on va lui préciser réponse. Voilà. Et ce qu'on va faire, n'oubliez pas, arrêtez votre application. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, on ira afficher tous les messages qui ont été envoyés ici. Vous vous rappelez, on avait mis cette div là. Ok? Donc, on va afficher les messages ici.
Ok. Donc, la première chose que nous allons faire déjà, c'est ici dans cette div-là, on va faire un w-full, un max width qui sera de 4xl, un rounded qui sera lg, donc rounded qui sera lg. On va mettre un space qui sera de y-4 pour avoir un espace en haut et en bas de chaque élément. Un flex qui sera grow. Un overflow qui sera auto. Donc overflow y qui sera auto. Cela va nous permettre d'éviter tout ce qui est scroll bar. Vous voyez, quand on a beaucoup de messages. Donc, pour ce faire, allez déjà dans global.css. Et là, on va mettre le code de la scroll bar. Donc, allez dans le code source que j'ai mis sur GitHub et copier juste ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les classes qui permettent de ne pas afficher les scroll bars. Donc, c'est ça qu'on vient de mettre ici. Alors, non, pas là pour l'instant. Une seconde. On va juste mettre nos scroll bars. Donc, c'est le nom de la classe qu'on vient de créer dans le global.css. Donc, rajoutez ça ici. Alors, ici, c'est tiré, pas étoile. OK. Voilà. Et ensuite, on va mettre un margin bottom. Donc, un margin bottom qui sera de 40 pour avoir un espace en bas. Et un padding qui sera de 5. OK. Et ici, si je mets, allez, mettons test. Vous allez voir qu'on aura test. Ah bon, vu que l'application n'est pas active, c'est normal. OK. C'est pour éviter qu'il y ait des requêtes qui soient faites inutilement, quoi. OK. Maintenant, ça, c'est fait. Ensuite, nous allons créer une div à l'intérieur ici. Et dans cette div-là, nous allons vérifier s'il y a des messages ou pas. Donc déjà, dans cette div-là, mettez classe, mettez un space-y-2. Comme ça, OK? Nickel. Ensuite, ce qu'on va faire ici, déjà, on va vérifier si message.length est égal à 0. Donc, si le nombre de messages est égal à 0, bah, on met un point d'exclamation ici. Donc, on va exécuter ce code. Sinon, on va exécuter ce code. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre une div. Voilà. Donc, dans cette div-là, on va rajouter class name. Ouais, on va rajouter juste une class name qui sera padding. Vous allez voir padding-4. Flex, un justify qui sera center pour centrer tout ça. Un item aussi center pour centrer tout ça. Et un flex-code. Donc, quand il n'y aura aucun message, on va afficher le test par défaut ainsi que le logo de l'application. Vous voyez, comme on a vu au début de ce tutoriel, du moins dans la démonstration. OK. Maintenant que vous avez compris, on peut continuer. La première chose que nous allons faire, c'est afficher le logo. Donc, créons une div ici. Alors déjà, j'ai même plus besoin de ce compartiment-là. Voilà. Autant travailler directement ici. Donc, on crée une div qui va s'appeler, du moins qui aura pour une seconde, qui aura pour class name flex, un item center, comme ça. Et on aura besoin d'un logo. Donc, allons sur le site React, dans Icon, et le logo va s'appeler Sparkless. Voilà, c'est ce logo-là, avec des étoiles et tout. Vous pouvez utiliser celui-là, hein, mais moi j'aime bien celui-là. Donc, mettez-le là. Voilà. Il faut l'importer de Lucid React. Et à Sparkless, déjà, on va lui passer un class name qui sera w-10. On va passer un height qui sera 10, comme ça, OK? Ensuite, juste en bas, on va afficher un h1, voilà, qui est un test dans lequel nous allons mettre talk.ai. Donc ça, c'est le logo. Et à h1, on va appliquer du style, donc un font-bold pour que le test soit gras. Un test-3xl, ce sera la taille du texte. Et un margin y, c'est-à-dire en haut et en bas, de façon externe, qui sera 4. Et enfin, un test-primary. Donc, primary, qui va colorer le test en vert. OK? Nickel. Maintenant, après ça,
on va afficher les parties de pré-requête. Voilà. Donc, juste en bas, déjà, on va afficher « Comment puis-je vous aider ?» Donc, « Comment puis-je vous aider ?» Et ici, je vais rajouter une class name. Donc, ce sera un test-2xl, comme ça. Ensuite, nous allons mettre un margin bottom qui sera de 8. Voilà. Et enfin, nous allons afficher une div juste en bas ici. Et dans lequel, déjà, la div, on va appliquer un grid. Donc, je vais mettre grid comme ça. Je vais mettre grid-cols-2 avec un gap, c'est-à-dire un espace entre les éléments de 2. Comme ça, nickel. Et juste à l'intérieur, nous allons afficher des divs. Donc, premièrement, je vais afficher une première div comme ça. Voilà. Et dans cette div-là, je vais mettre qu'est-ce que ce site propose. Donc ça, c'est un exemple de requête que l'utilisateur peut poser à notre chat. OK? Voilà. Donc tout ça, c'est à titre décoratif. Hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, pour chaque élément, nous allons leur ajouter un BG base comme ça. Voilà. 200. Voilà. Ça, c'est la couleur d'arrière-plan avec un padding qui sera de 5. Une largeur qui sera totale. Et on va arrondir les bords. Donc, rounded 3XL. Comme ça. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est juste dupliquer cette ligne-là 4 fois. En CTRL-C. Voilà. Et on va juste changer le test. Donc, le deuxième test, c'est comment puis-je vous aider? Un truc comme ça. Comment fonctionne ce site? Voilà. Le troisième, ce sera quel service est offert sur ce site. Donc, quels sont les services sont offerts sur ce site. Et là, je vais mettre donne-moi un résumé du site. Donc, ça, c'est des exemples de requêtes. OK? Voilà, voilà, voilà. Nickel. Donc, ça, c'est quand il n'y aura pas de message. Mais quand il y aura de messages, là, maintenant, on est obligé de faire appel à un composant qui va s'appeler message list. Donc, allez dans composant ici et créer un fichier, qui va s'appeler message, ici. Donc, new file qui va s'appeler messagelist.txt. Et vous faites juste entrer, comme ça. Voilà. Et donc, ici, je fais rafce comme ça. OK? Et donc, dans messagelist, c'est un composant qui va prendre en argument des messages. Donc, message comme ça. Avec S à la fin comme ça. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire 2 points ici. Et c'est un message. Hein, c'est une liste de messages. Donc, mettez T message comme ça. T message. Voilà. Voilà, message. Donc, ça, c'est le type. Hein. Et ce type-là va nous venir de... Alors, ah oui, j'ai mis une seconde. TM message. Ah oui, une seconde. Une seconde. Ça doit nous venir de... Une seconde. Import. Message. Vu qu'on a déjà... vu qu'on va utiliser un composant message, c'est pour ça que là, j'ai renommé le truc en T-message. Mais ici, le vrai truc qui nous importe, c'est message qui nous vient de AI /React. Comme ça. OK? Mais nous, au lieu d'utiliser directement message, on va renommer ça directement. Donc, as. Et là, je vais préciser as T-message. Comme ça. Voilà. Là, il nous laisse en paix. Ensuite, dans cette div-là, déjà, on va faire un class name, un space qui sera Y, qui sera 2. Comme ça. Voilà, 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 voilà. Et ensuite, ici, nous allons afficher une sorte de boucle. Donc, on va prendre la liste des messages qu'on obtient en argument. On va mapper, c'est-à-dire itérer sur chaque élément. Et à chaque itération, on aura un message. Voilà. Et son index, c'est-à-dire sa position dans la liste de tableau. OK? Attendez, déjà ici, il manque une parenthèse. Ici aussi. Donc ici, nous allons mettre une flèche comme ça. Voilà, 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 voilà.
Et juste à l'intérieur ici, on a aussi besoin d'une parenthèse, ok? Donc ça, c'est la message liste, hein. Voilà, c'est la liste des messages, ok? Et voilà. Maintenant, ça, c'est la liste des messages, vous voyez? Maintenant, il faut qu'on personnalise chaque message. Voilà. Donc déjà, avant de perdre du temps, appelons ce composant ici. Donc, message liste. Alors, ça, il faut l'importer de point message. Voilà. Comme ça. Et ici, il faut fermer tout ça. Et lui, il va vouloir qu'on lui passe un argument. Bah, c'est la liste des messages ici qu'on obtient au niveau de l'API. Donc, on lui passe message, comme ça, ok? Et dans message liste, c'est là maintenant qu'on va afficher chaque message individuellement. Voilà. Donc là, on va créer un composant qui va s'appeler message. Donc, new file. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier composant. Message comme ça. OK? Et donc, message, c'est vraiment très simple, hein, vous allez voir. Donc, on va faire raf.ce, voilà, pour obtenir la structure de base. Ensuite, nous allons créer une interface. Donc, interface ici. Et l'interface va s'appeler message props, comme ça. Voilà. Message props. Et ça va contenir deux éléments. Content string. Le content string, au fait, ça représente le message lui-même. Et isUserMessage, c'est une variable qui va nous permettre de savoir si c'est la réponse de l'IA ou la question de l'utilisateur. Vous voyez? Donc, on va lui passer ces arguments-là. Donc, content, virgule, isUserMessage. Et le tout est de type messageProps. Voilà. Ensuite, nous allons enlever réponse en français du contenu si elle existe vraiment. Voilà. Donc, constante ici, je mets filtered content. En gros, si dans la réponse de l'utilisateur, vous vous rappelez, vu que dans l'API, ici, on rajoute ce test-là. Mais ça, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la question de l'utilisateur. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Et si Redis nous renvoie à la réponse de l'utilisateur, du moins la question de l'utilisateur, puisque à chaque fois, on veut récupérer les 10 derniers messages, s'il nous renvoie réponse en français, nous, ce qu'on va faire, c'est exclure ça. OK? OK. Faisons cela. Donc, revenons dans message ici, dans filtered content. Donc, on va prendre le content, c'est-à-dire le message, point. On va vérifier si ça commence par donc start with, si ça commence par réponse en français. Faites surtout attention. Faites de sorte que on ait exactement la même chose ici. Vous voyez, on a réponse en français et on a espace ici. Vous voyez, tous ces espaces-là. Donc, copiez ça, CTRL-C. Voilà, donc start with. Si ça commence par ça, donc là, je vais mettre point d'exclamation. Donc, si ça commence par ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire content.replace. Donc, on va remplacer cette partie-là. Donc, CTRL-C. Donc, cette partie-là par un espace blanc. Par du vide, quoi. OK? Sinon, donc, deux points, bah, on garde content. Donc, si ça ne contient pas réponse en français, on garde content. OK? Maintenant, c'est ici que nous allons afficher les messages. OK? Pour ce faire, on va faire class name. OK? Alors, déjà, il faut que je lui passe message. Donc, ici, dans message list, on va appeler le composant message ici. Oups, message. Voilà, qu'on va importer de slash message, comme ça. OK? Quick fix, add missing attribute. Voilà. Une seconde. Il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, une seconde. Message. Et là, missing attribute. OK. Voilà, je pense que vous commencez déjà à comprendre que ça arrive, le message, en fait. Ça arrive. OK? Donc, tout d'abord, message ici. Vu qu'on est dans un map, là, je suis dans message list. Il faut qu'on lui passe une clé. C'est très important. Donc, la clé, c'est l'index. Index, comme ça. Ensuite, le content. C'est message.content. OK? Et isUser email. Là, on va voir si message.role est égal à
user. Voilà. Donc, si message.relate égale à user, is user message sera égal à true. Sinon, ça serait égal à false. Et donc, dans message ici, c'est ça que nous allons vérifier afin de personnaliser, comment dire, la façon dont les messages de soit l'utilisateur ou de l'IA vont être affichés. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. C'est presque la dernière ligne de code qu'on va écrire. OK. Donc, premièrement, dans cette div-là, déjà, on va la rendre automatique. Pas automatique, dynamique plutôt. Donc, je fais ça avec la touche, avec les guillemets de la touche set alphanumérique. Ensuite, flex, w-full, comme ça. Et là, maintenant, on va vérifier si le message est un message de l'utilisateur ou de l'IA. Donc, if is user message, donc si c'est le message de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un justify end, comme ça. Justify end, voilà, pour mettre le message totalement à droite comme ça, ok? Sinon, donc 2 points, on ne fait rien. Et par défaut, le message là sera, le message de l'IA sera totalement à gauche, ok? Nickel. Ensuite, à l'intérieur, nous allons créer une div. Dans cette div là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, eh bien, c'est très simple. On va créer une classe name qui sera aussi dynamique. Donc, voilà, touche set alphanumérique, comme ça. Voilà. Et ensuite, nous allons faire un max width. Donc, max width. Max W qui sera 4 XL. Un padding qui sera de 4. Et un break word, ça c'est très important parce que si le test de l'utilisateur est trop grand, si vous ne mettez pas break word, ça va dépasser l'écran, ce qui est très moche, je déteste ça. Donc, mettez break word, ce qui est très important, ce qui va faire que quand ça va arriver, vous voyez, à l'extrémité de la largeur de l'écran, eh bien le test va revenir à la ligne. Vous voyez, ça c'est super important. Et nous allons faire aussi le même test ici, donc on va vérifier si c'est un message de l'utilisateur. Donc, si c'est un message de l'utilisateur, on veut avoir un bg-base-300. On veut arrondir les bords, donc rounded qui sera 3XL. Mais si ce n'est pas un message de l'utilisateur, on veut juste un w-full. Voilà, on ne veut pas de style pour le test pour le texte de l'IA. Et ici, on va juste mettre filtered content. Et c'est tout. C'est tout. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Espérons que ça marche du premier coup. OK? Maintenant, démarrons notre appli. npm run dev. J'actualise. Et là, vous voyez, par défaut, les messages ont été récupérés. Vous voyez, là, j'ai rien fait. Hein. Ce sont les messages qui viennent de la base de données. La preuve, quand je vais dans Obstash, je vais dans Redis. Je viens ici, je vais dans Data Browser. Vous voyez, ici, on a ça. Vous voyez, on a https fr-undefined. Mais là, il y a un problème. Vous allez voir qu'on a undefined. Undefined devait représenter la session ID. Donc là, on voit que pour l'instant, on n'a pas encore créé de session ID. Et là, ici, vous voyez, on voit les conversations qui ont été enregistrées. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est supprimer les conversations. Delete. Alors, ce que je peux même faire, c'est supprimer directement ici la clé. Comme ça, il va supprimer les conversations. OK. Et là, quand je reviens ici, j'actualise. Et vu qu'on n'a pas de message, vous voyez, on aura ça par défaut. OK. OK. Maintenant, pour gérer la session ID, déjà, on peut fermer tout ça. On va créer un middleware. OK. Alors, le middleware, c'est quoi? C'est un fichier qui est super important au fait qu'il intercepte toutes les requêtes API qu'on fait. Qu'est-ce qu'il fait au fait? Quand vous faites une requête API, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller faire une action précise qu'on aura définie. Et bah, une fois qu'on aura... Au fait, là, on pourra préciser au fait qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. Comme ça, bref, vous allez voir. Je sais que je parle trop, mais vous allez voir. Donc, pour gagner du temps, nous allons créer ce fichier. Donc, ici, créer middleware.txt. Et ça, c'est super important. Il faut que le nom soit identique. Ensuite, nous allons créer une fonction qui est exportable. Donc, export function, qui va s'appeler middleware.
et qui va prendre en argument une requête. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est une seconde. Je n'aime pas quand on a trop de requêtes qui sont envoyées. Voilà, comme ça, ok. Donc rec, comme ça. Oups, pas rec. Voilà. Et ensuite, on aura nest request. Voilà. Ça va nous venir de nest server. Voilà. OK. Nickel. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Premièrement, on va créer une constante. Oups. Constante qui va s'appeler res et qui sera égale à nest request.nest. Comme ça. OK? Nest, comme ça. Voilà. Ensuite, non, c'est nest response, pas request. Response. Voilà. Ensuite, nous allons créer une constante qui va s'appeler cookie. Alors, pour l'instant, déjà, quand j'inspecte le code et que je vais dans application, ici, nous avons tout ce qui est stockage local. OK? Et dans les cookies ici, quand je reviens ici, vous allez remarquer que nous avons des cookies qui ont été créés automatiquement par Nest.js, session, etc. Et nous, on veut que notre cookie soit créé ici. Et c'est ce cookie-là qui va nous permettre de savoir si tel utilisateur, si c'est les messages de tel utilisateur ou pas. OK? Donc, c'est ici qu'on va créer le cookie. Donc, cookie serait égal à rec. Voilà, rec. .cookie.get. Donc, avant de créer un cookie, il faut qu'on aille d'abord vérifier si un cookie a été déjà créé. Ça ne sert à rien d'écraser le cookie qui existe déjà. OK? Donc, on ira vérifier si session ID cookie existe déjà. OK? Donc, si ça n'existe pas, donc point d'exclamation cookie, si ça n'existe pas, là maintenant, on va faire res.cookie.set. Là maintenant, on définit le cookie. Et là, le nom du cookie sera session ID. Et là, on va générer un cookie qui va représenter au fait un ID unique. Donc, on va utiliser crypto.random UUID. Et c'est cette fonction-là qui va nous permettre de générer un ID qui sera stocké dans un cookie. OK? Et enfin, on va juste faire en dehors du if, return res. C'est tout. Et avant que je ne vous montre un truc, il faut aller dans chat. Donc, CTRL P, chat. Voilà. Et ici, pour ce test-là, nous allons faire de sorte que, regardez ici, déjà, vous voyez, ici, le test est écrasé parce qu'on n'est pas sur un grand écran. Donc, on va faire de sorte que quand on est sur un petit écran, vous voyez ces 4 tests-là, soit, soit chacun sur une ligne, quoi. OK? Donc, pour ce faire, ici, au niveau de, de grid, colonne, on va faire juste MD ici. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ensuite, on va redémarrer notre application. Donc, npm install rundev, pardon. Voilà. J'actualise tout ça. Alors ici, il me dit qu'il y a 3 erreurs. Une seconde. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Hein, vous voyez? Et regardez, quand je vais dans appli cookie, vous voyez, on a session ID qui a été créé. Et quand je reviens ici, regardez, nous avons un session ID qui a été créé. Voilà. Vous voyez, on a ça. Donc, CTRL C. Vous voyez, on a ça qui a été créé. Voilà. Et maintenant, vous voyez, quand je réduis l'écran, vous voyez les messages. Chaque message est... pas chaque message. Chaque test par défaut est sur sa ligne comme ça, vous voyez. Nickel. Ensuite, je vais mettre c'est quoi un ordinateur. Et là, vous allez voir comment il va me répondre. Vous voyez, il me répond comme ça. Selon l'histoire de l'informatique, un ordinateur est un appareil qui a adopté certaines caractéristiques définissantes telles que les capacités à exécuter des programmes, etc., etc. Et ça nous vient directement de la page ici qu'il a scrappé. OK? Ensuite, je peux lui dire
le premier ordinateur, c'est en quelle année? Le premier ordinateur, c'est en quelle année? Bon, c'est pas grave ça. Bonjour, a été conçu en 1946 par l'ENIAC. Et quand on revient ici, voilà, vous voyez, CTRL F, 1946, vous voyez, par l'ENIAC, ok? Donc, il a lu toute la page et il nous répond directement. Et quand on revient sur l'application ici, déjà, on voit, vous voyez, ici, on voit le lien de la page ainsi que la session ID ici de la personne. Et ici, on voit, vous voyez, on voit répond, c'est quoi un ordinateur, etc. Vous voyez, donc ça marche super bien. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine.